je suis Philippe Sabot, professeur de philosophie, membre de l'UMR, Savoir, Texte, Langage. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de la question de la distanciation, qui est évidemment encore d'actualité, et notamment essayer de savoir ce que l'on entend exactement par cette notion. La distanciation, c'est, on pourrait dire, un opérateur de crise qui a été élaboré pour répondre à une problématique sanitaire. Dans un premier temps, il est important de distinguer deux termes, celui de la distanciation, justement, qui va m'intéresser ici, et celui de la distance. On pourrait dire que la distance est un fait brut, c'est ce qu'on mesure entre la position de deux ou plusieurs éléments dans un espace donné. La distanciation, c'est un processus, c'est un écart que l'on introduit là où il n'y en avait pas, et peut-être aussi, c'est intéressant de le noter, là où peut-être on n'en avait pas jusque-là ressenti le besoin. Alors pourquoi ce besoin de mettre de la distance là où spontanément on n'en mettrait pas ou il n'y en a pas? Alors pour le comprendre, il faut faire un saut en arrière dans le temps et revenir à l'origine même de cette notion de distanciation, la notion de social distancing, qui a été inventée par un médecin américain qui s'appelle Max Strakloff, durant la pandémie de grippe espagnole au début du siècle dernier. Et cette notion permettait de qualifier des mesures prises pour faire face à cette pandémie. Parmi ces mesures, il y en a qu'on retrouve aujourd'hui, la fermeture des lieux publics ou encore l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes à l'époque. Alors, des études ont pu montrer que l'application de cette distanciation sociale, du point de vue sanitaire, aurait permis de sauver jusqu'à 200 000 vies dans la ville de Sydney en 1919, lorsque cette pratique a été appliquée. Alors, la distanciation, nous la connaissons aujourd'hui parce que elle est formalisée sur le petit diagramme que vous connaissez, hein, issu du ministère de la Santé. Elle fait partie des gestes barrières et on pourrait même dire que le processus de distanciation commande l'ensemble des impératifs sanitaires et l'ensemble des gestes barrières. Cette distanciation, elle procède à un quadrillage de l'espace public, à une régulation temporelle des activités humaines. Et c'est ce qui, dans la perspective du philosophe Michel Foucault, correspond à une discipline finalement imposée à la répartition des individus dans l'espace. On peut même ajouter que le confinement que nous avons connu notamment au printemps dernier apparaît comme une déclinaison de cette distanciation. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes confinés, nous devons rester chez nous. Chaque foyer doit rester isolé des autres pour éviter la propagation du virus, éviter le brassage des populations. Et également, les déplacements sont limités et strictement encadrés. Ce sont les attestations, ce sont les règles sanitaires que l'on connaît. Au printemps dernier, 1 heure à 1 kilomètre maximum autour de chez soi. On peut ajouter à cette pratique de la distanciation que nous connaissons bien dans la situation actuelle, une mesure de distanciation extrême qui s'appelle la séquestration protectrice. Alors, elle apparaît dans un document de la Fédération des entreprises belges qui décline l'ensemble des mesures de distanciation prises dans les entreprises ou à prendre dans les entreprises. Et on trouve un dernier point qui est assez étonnant, qui est celui de cette séquestration protectrice qui consiste donc à séparer un groupe limité de personnes saines pour leur éviter tout contact avec le virus. Et ces personnes restent jour et nuit sur leur lieu de travail, parfaitement confinés. Donc on voit
ici une expérience limite finalement de la distanciation qui consiste à se mettre à l'écart du groupe social ou la population générale pour poursuivre une activité de travail. Et on sait qu'en Chine, par exemple, les étudiants sont parfois séquestrés de manière protectrice dans leurs universités, sur leur campus, pour continuer à travailler à l'écart des risques de contamination extérieure. Alors ces recommandations sanitaires, au cœur desquelles se trouve la distanciation, ont une valeur prescriptive. Il s'agit d'interdire un certain nombre de pratiques ordinaires, liées notamment aux déplacements, aux interactions sociales. Et la finalité de ces recommandations est de l'ordre de la protection. Comme l'indique le document officiel sur les gestes barrières, il s'agit de protéger les autres et de se protéger dans une même finalité sanitaire. Alors on pourrait dire qu'on accède de cette manière à une forme paradoxale de solidarité qu'on appellerait la solidarité sanitaire. Une solidarité consistant à rester à distance les uns des autres. Alors dans le prolongement, on pourrait dire, de cette mise en place des mesures de distanciation, on pourrait voir apparaître ce que j'appelle le distancialisme, qui est une sorte d'idéologie du sans-contact. On assiste en effet à l'émergence d'un empire du distanciel, alors qui se traduit d'abord sur le plan national et même géopolitique, avec le passage de la protection au protectionnisme, la fermeture des frontières, l'affirmation des valeurs de la souveraineté nationale, souvent pour préserver également des systèmes économiques. Mais au-delà de ces mesures ponctuelles, on peut dire que la pandémie de Covid-19 a servi de révélateur et d'accélérateur d'évolution économique et sociale qui étaient déjà à l'œuvre dans nos sociétés. On pense évidemment au télétravail, encouragé, voire presque rendu obligatoire désormais. On pense évidemment aux paiements sans contact, qui sont devenus en quelques mois la norme, au développement également du click and collect, pour continuer à faire ses courses ou à se procurer des marchandises. On pense évidemment aussi au développement exponentiel de l'enseignement à distance, hein, qui au départ était une modalité de l'innovation pédagogique et qui maintenant est devenue la norme de nos enseignements à l'université. On pense également à tout le domaine des loisirs ou de la vie sociale avec les plateformes qui proposent des films ou des séries, ou même le développement de ces apéro-Zoom pour maintenir un lien social, mais à distance les uns des autres. Et finalement, ce que révèle cet empire du distanciel, c'est que le contact lui-même semble être devenu pathogène. Nous connaissons la phobie ou la crainte des cas contacts qui doivent être tracés, qui supposent une forme d'isolement de ceux qui sont identifiés comme tels. On se souvient également de la première application Stop Covid, qu'on pourrait requalifier de Stop Contact, précisément pour savoir à quel moment il ne faut plus entrer en contact avec son entourage ou avec des individus que nous rencontrons. On voit également se développer ces thermomètres à distance, même pour prendre sa température, il faut éviter le contact pour des raisons sanitaires. Alors l'ensemble de ces mesures fait réfléchir et nous invite à
à penser de manière critique, disons, au développement de cette idéologie du sans-contact. On connaît l'adage métro boulot dodo qui signifie le développement d'une vie ordinaire légèrement aliénée par cette routine du quotidien. Nous sommes passés à une autre forme d'aliénation, celle qui nous conduit du lit à l'ordi, pour reprendre l'expression d'une pétition manifeste qui s'appelle « Ne laissons pas s'installer le monde sans contact » et qui déplore justement le développement ou la naturalisation finalement de ces mesures de distanciation qui traduisent une phobie du contact avec l'autre et qui renforcent finalement toutes les formes de capitalisme digital que nous connaissons et qui trouvent une expansion sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir précédemment. Alors on pourrait, à la manière de Pascal Bruckner, regretter l'innocence du contact qui a été balayée par l'arrivée massive de cette société du mètre et demi, comme il l'appelle. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans le monde d'après, nous retrouverons, comme si de rien n'était, cette innocence perdue, ou est-ce qu'il ne faut pas finalement assumer ou comprendre que quelque chose a été rompu et que le mode distanciel finalement devient ou deviendra de plus en plus un mode ordinaire. Alors la perte de ce contact nous en fait apparaître d'autant plus les vertus. Évidemment, ces vertus sont présentes dans le monde du soin, avec la présence des soignants de plus en plus reconnus depuis le printemps dernier. Ces soignants qui se sont retrouvés, comme on dit, en première ligne, au front, au contact direct des malades, au chevet des malades, ce qui a permis de rappeler également la dimension corporelle du soin. Le soin est un exercice corporel, un exercice où se marquent des formes corporelles de l'attention aux autres, dans une forme également de proximité attentive qui met en lumière l'importance de cette interdépendance entre les humains, de la manière dont nous tenons à la vie des autres et dont nous manifestons cet attachement par les contacts que nous avons avec eux. Alors cette présence des soignants nous confronte aussi à une double injonction. Ces soignants dont nous avons besoin, dont nous dépendons, il faut les protéger. Mais il faut également les laisser le plus possible au contact des patients, voire de la population générale. La télémédecine rencontre ici sans doute ses limites. Et puis, au-delà de ces soignants, il faut, de manière plus générale, penser à ceux qu'on peut appeler les connexionnistes, c'est-à-dire toutes ces activités, tous ces métiers qui sont en contact avec des populations. Les enseignants, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais également les caissiers ou les caissières, ceux qui sont au guichet des services publics, et qui ont une activité de contact dont c'est le métier d'être au contact du public. Pour finir, je voudrais insister sur ce paradoxe qui est rassemblé finalement dans la formule qui est celle du ministère de la Santé, hein, sur une publicité que nous avons vue apparaître et diffusée au moment des fêtes de Noël de l'an dernier. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. Et pas trop est en majuscule. On pourrait dire qu'avec l'épidémie, on a vu apparaître une forme nouvelle de solidarité collective. On a vu un regain de la solidarité intergénérationnelle, notamment une attention pour nos aînés, pour les personnes âgées, qui ont pu se trouver isolées pour leur bien,
c'est-à-dire isoler signifie protéger, mais cet isolement a pu aussi se révéler mortifère, que l'on pense ici seulement à la situation des personnes en EHPAD pour lesquelles les visites ont été interdites pendant de longues semaines. Alors comme le dit le philosophe Dan Arbib, la pandémie a fait prévaloir la chaîne des contaminations virales sur les liens de transmission symboliques. C'est-à-dire que l'empire du distanciel dont je parlais précédemment a vu s'imposer finalement une priorité sanitaire au détriment de ce qui relève de l'ordre symbolique et notamment de ce qui lie les générations entre elles, privées de contact finalement au plus fort de la pandémie. On se trouve donc face à un paradoxe que je qualifierais d'insoutenable, puisqu'il s'agit d'en sortir, de trouver les moyens de le lever. La vraie solidarité, comme solidarité sanitaire, est devenue finalement l'absence de contact. C'est en laissant ses proches seuls, en s'éloignant d'eux, en laissant ses parents ou ses amis à une bonne distance, que nous les respectons et que nous sommes solidaires avec eux, mais aussi avec l'ensemble de l'effort national ou international même pour venir à bout de la pandémie. Et donc on a cette dimension paradoxale d'une solidarité sanitaire qui passe par la distance et qui a en son cœur la distanciation sociale. En conclusion, je dirais que nous assistons depuis plus d'un an maintenant à la mise en œuvre à l'échelle de la population, mais jusque dans nos espaces privés, jusque dans nos foyers, de cette opération de distanciation qui est commandée par l'impératif sanitaire de briser les chaînes de contamination. Ce qui me semble important à souligner, c'est qu'il y a un contraste entre ce qu'on pourrait appeler les gagnants et les perdants de cette distanciation. Les gagnants, ce sont ceux qui finalement bénéficient de l'avancée de ce capitalisme digital, qui sont à l'aise avec les outils numériques, qui les manipulent sans difficulté. Les perdants, ce sont ceux qui se trouvent isolés par cette mise à distance, par cet écart créé entre les êtres humains. Et donc ce contraste, finalement, il approfondit et il aggrave le clivage entre l'économique et l'humain. Et il dit enfin quelque chose aussi de notre rapport peut-être paradoxal au lien social en temps de crise. Nous n'avons jamais eu autant besoin de lien social et ce lien, nous avons dans le même temps du mal à le maintenir en résistant autant que possible, mais les marges sont faibles, à l'impératif sanitaire de la distanciation.